On s'imagine souvent qu'une langue, ça naît tranquillement, dans le calme des bibliothèques. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les langues naissent dans le bruit et la fureur, dans le chaos de la chute des empires. Et c'est exactement ça, l'histoire de la naissance du français. Une aventure qui commence non pas avec un plan bien défini, mais avec l'effondrement d'un monde. Allez, on part tout de suite au cœur de l'Empire romain. Imaginez la scène. On est au IIIe siècle, en plein Empire romain. Et pour acheter une simple chèvre, il fallait passer par cet échange ultra formel. Le mot-clé ici, c'est spondéo. Ce n'était pas juste un oui, c'était un contrat verbal sacré, un engagement scellé en latin pur. Et attention, cette formule, ce latin très précis, c'était obligatoire, absolument partout, que l'on soit en Syrie, en Espagne ou en Gaule. Pour vendre un terrain, pour se marier, pour un héritage, il fallait prononcer ces verba legitima, ces paroles officielles. Si on ne le faisait pas, l'accord était tout simplement invalide. Mais il y avait un énorme problème. Ce système, en fait, y devenait complètement ingérable. Essayez un peu de trouver des notaires qui maîtrisent ce latin parfait dans les campagnes les plus reculées de Gaule. C'était mission quasi impossible. Cette rigidité qui était censée unir l'Empire était en train de le paralyser. Et la première grande fissure dans ce système de fer ne va pas venir d'une révolte, mais d'un empereur. Un empereur plus connu pour son style que pour sa politique, figurez-vous. Son nom, Caracalla. Le voilà, l'empereur Caracalla. Enfin, c'est son surnom. Son vrai nom, c'était Bassianus. Mais l'histoire a retenu ce surnom qui vient de la Caracalla, ce manteau à capuche gaulois qu'il adorait porter. Il en a même lancé la mode à Rome et dans tout l'Empire. Un vrai influenceur de l'époque. Mais Caracalla, ce n'était pas qu'une fashionista. En 212, il prend une décision politique absolument majeure. Il accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Probablement pour des raisons fiscales, mais les conséquences linguistiques, elles, vont être totalement inattendues. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien. En faisant de tout le monde un citoyen romain, même de ceux qui ne parlaient pas un mot de latin, son décret a, sans le vouloir, donné un statut officiel aux langues locales. En Gaule, par exemple, le gaulois pouvait soudain être utilisé pour des actes juridiques. La brèche était ouverte. Le problème, c'est que cette nouvelle liberté linguistique arrive au pire moment possible. L'Empire romain est en train de s'effondrer de l'intérieur. Le meurtre de Caracalla lui-même n'est que le début d'une spirale de violence complètement folle. Ses successeurs sont massacrés, poignardés, renversés les uns après les autres. C'est une guerre civile quasi permanente. Pour bien saisir l'ampleur du chaos, il y a un chiffre qui dit tout. 6. En 238, en l'espace de 4 petits mois, 6 empereurs différents vont se disputer le pouvoir, parfois en même temps. C'était l'anarchie la plus totale. Et bien sûr, ce chaos politique contamine absolument tout le reste. Les impôts deviennent écrasants, les paysans se révoltent en masse, ce sont les fameux bagaudes, les famines, les épidémies déciment la population, les légions se mutinent, bref, la fameuse paix romaine n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que pendant que l'Empire se fracture, la langue, elle aussi, se casse en deux. D'un côté, le latin classique des livres, de l'autre, le latin dit vulgaire, celui qui est parlé par les soldats, les marchands, le peuple. On ne dit plus caput pour la tête, mais testa, un mot qui voulait dire peau en terre cuite. On dit plus edere pour manger, mais mandoucare, qui veut dire mâcher. C'est beaucoup plus imagé, plus direct. Et dans cet empire fragilisé, les frontières deviennent de vrais passoires. De nouveaux peuples arrivent. Et avec eux, forcément, de nouveaux mots qui commencent à traverser le Rhin. Ces mots nous semblent tellement français aujourd'hui. Et pourtant, ils ne viennent pas du tout du latin. Blanc, brun, gris et même bleu, ce sont des mots apportés par les guerriers germaniques. Ils décrivaient la couleur de leurs armes, de leurs cheveux ou, pour le mot bleu, peut-être celle du ciel ou de leurs yeux. Mais parmi tous ces peuples germaniques, il y en a un qui va avoir une influence absolument décisive sur le destin de la Gaule et sur sa langue. C'est fou de voir comment l'histoire d'un peuple peut tenir dans l'évolution d'un seul mot. À l'origine, les Franquins, ça voulait dire les indomptables, les hardis. Ce mot passe en latin et devient francus, qui finit par signifier libre. De là, ça évolue encore pour désigner la franchise, la sincérité. Et à la fin, ce peuple donnera son nom au pays tout entier, la France. Bon, résumons. L'Empire est en miettes, des mots nouveaux débarquent de partout, mais alors, que devient le bon vieux latin, le latin pur des élites ? Eh bien, il se fait rejeter, et de manière violente. Pour les peuples de Gaule en pleine révolte, ce latin classique, c'est la langue de l'oppresseur. Les grandes écoles, comme le célèbre collège d'Autun qui enseignait ce latin, sont vues comme des symboles du pouvoir romain. Alors elles sont incendiées et leurs professeurs parfois même tués.
Face à ce chaos, évidemment, les élites paniquent et tentent de reprendre le contrôle. À la fin du IIIe siècle, l'orateur Eumène lance cet appel désespéré. C'est une prière pour reconstruire le collège d'Autun, pour réimposer le latin classique. C'est une tentative de restaurer l'ordre en passant par la langue. Mais voilà le truc, c'était déjà trop tard. Malgré tous les efforts des élites pour s'accrocher au passé, le futur de la langue, il se jouait déjà ailleurs. Il se forgeait sur les marchés, dans les camps militaires, dans les fermes, très loin des discours officiels et des écoles. La langue qui allait devenir le français, ce n'était pas une langue pure. C'était un mélange, un joyeux bazar. Une fusion née de la rencontre entre ce qui restait du gaulois, le latin déformé du quotidien, et les mots percutants des nouveaux arrivants germaniques. Une langue née du désordre, mais tellement vivante. Ce qui nous laisse avec une sacrée question finalement. Peut-être que les langues, tout comme les cultures, ont besoin de ce grain de chaos pour vraiment naître et pour se réinventer.